Alors tous ces événements, en effet, auraient vraiment pu constituer des tournants dans les rapports État et société en Russie, qui sont quand même mis particulièrement à mal, ou qui sont, je dirais, redéfinis par l'invasion à grande échelle de l'Ukraine. Et en fait, ce qu'on voit aujourd'hui, peut-être de façon d'ailleurs surprenante ou inattendue, c'est que pour l'instant, le régime russe a la capacité à absorber toutes ces crises, ou tout ce qui pourrait susciter des crises. Alors comment on peut expliquer ça, si j'essaie de faire une réponse qui soit globale pour tous les événements qui ont été cités, c'est que je pense qu'il y a un logiciel, c'est une métaphore, hein, mais il y a un logiciel de la part du régime russe pour contrôler ces situations critiques qui est déjà très bien rodé. Il y a une grande continuité en fait entre ce qu'est l'autoritarisme poutinien des années 2000 et l'autoritarisme poutinien en guerre tel qu'il est aujourd'hui. Évidemment, les paramètres ont changé, la répression est plus forte, les élections sont encore plus contrôlées, mais finalement, il n'y a pas de changement majeur. Il y a bien l'idée de contrôler les élections en filtrant les candidats qui pourraient être les plus dangereux, le fait de requalifier en fait les événements, par exemple l'invasion dans la région de Koursk a tout de suite été présenté comme un acte terroriste et non pas comme une invasion. Et donc, d'une certaine façon, ça faisait dégonfler l'événement, puisque malheureusement, la Russie est la cible d'attaques terroristes depuis de très nombreuses années. Et que, par ailleurs, donc ça le banalisait d'une certaine façon. Et surtout, le terrorisme, en général, c'est géré par des services spéciaux. Il ne s'agit pas de mobiliser la population face au terrorisme. Et donc, ça permettait de retirer à cet événement toute sa dimension spectaculaire et qui aurait fait que la population aurait pu vouloir réagir, s'armer, s'organiser, etc. Bref, donc je dirais une grande continuité des instruments qui ont déjà fait leurs preuves et pour l'instant des événements qui ne parviennent pas, même si à chaque fois ça peut susciter une opposition, des émotions. Il y a bien eu une émotion très importante pour la mort de Navalny, il y a eu un mécontentement aussi très important au moment de l'invasion de la région de Koursk, mais rien de suffisant dans le contexte hyper répressif qui est quand même la Russie actuelle, rien qui permette réellement de faire bouger le statu quo tel qu'il est. Alors vaciller, je dirais peut-être pas jusque-là, mais il y a eu, comme c'est un système qui est je dirais, très, très rigide, on est à l'affût du moindre frémissement, c'est-à-dire vraiment du moindre élément dont on pourrait penser qu'il pourrait perturber l'espèce de contrat social en fait, qui existe entre l'État et la société. Et de ce point de vue-là, oui, il y a quand même eu, c'est le principal moment, je dirais, depuis maintenant 1000 jours, puisque cette guerre, elle dure aujourd'hui, enfin l'invasion à grande échelle de l'Ukraine dure maintenant depuis 1000 jours, ça a été le moment principal où on a pu sentir des tensions. Alors non seulement du côté de la population, il y a eu certes quelques mouvements de protestation, des manifestations, mais qui ont été très vite réprimés. C'est pas ça finalement qui est réellement significatif. C'est plutôt de voir la réaction des autorités. Voilà, la réaction des autorités, très vite, ça a été de reculer, de dire qu'ils avaient mal géré cette mobilisation, de dire qu'ils ne recourraient plus à la mobilisation partielle, ce qui est peut-être un mensonge d'ailleurs, il faudra voir à l'avenir, mais en tout cas, ça a brisé d'une certaine façon l'équilibre qu'il y avait, qui consistait à dire, en gros, ne vont faire la guerre que les mobilisés, ou bien ceux qui sont contractuels, mais la population, finalement, la population des grandes villes, la population éduquée, favorisée, finalement, on vous laisse tranquille. Voilà. Et ça, tant qu'on a cet équilibre-là, finalement, les plus mécontents, mais finalement, ils partent, ils émigrent, et ils sont nombreux, on dit qu'ils sont à peu près entre 700 000 et 1 million déjà à avoir quitté la Russie. Et pour les autres, finalement, ils continuent leur vie, alors dans des conditions peut-être un peu moins faciles qu'avant le 24 février 2022, mais sans que leur vie soit bouleversée. Si leur vie devait être bouleversée, voire mise en danger, puisqu'il s'agit bien d'une guerre où en plus les pertes côté russe sont immenses, là en effet la donne pourrait un petit peu changer. Alors oui, il en reste. Beaucoup de gens sont partis, mais il reste à l'intérieur de la Russie des voix dissidentes, alors qu'ils ont de moins en moins de possibilités de se faire entendre. Alors déjà, il y a des gens qui ont été arrêtés, tout simplement arrêtés, emprisonnés. Il y a des peines très lourdes pour les discours trop critiques et qui ont visé aussi bien des politiques que des représentants de la société civile. Donc on est quand même dans un contexte extrêmement répressif, mais il continue à y avoir des voix discordantes, alors qu'ils s'expriment parfois de façon codée, de façon discrète, mais on a quand même eu... Alors, il n'a pas été finalement candidat à la présidentielle, justement, il y a eu ce système de filtre
qui permet au pouvoir de choisir finalement qui pourra se présenter contre Poutine. Boris Nadezhdin, par exemple, qui a réussi quand même à recueillir les 105 000 signatures demandées pour pouvoir présenter sa candidature, et puis après ça a été refusé dans un second temps, mais qui avait un discours qui était anti-guerre. Alors un discours qui était relativement édulcoré, il appelait à la paix, mais qui était quand même un discours critique. Donc il y a encore quand même une petite place à la fois du côté de ceux qui émettent ces discours et aussi du point de vue de ceux qui les reçoivent. Ce qu'on peut voir alors d'expérience aussi en discutant avec les uns et les autres, c'est que tout le monde n'a pas non plus la possibilité de partir. Ou parfois il y a des gens aussi, puisque la migration est quand même un processus souvent difficile et douloureux, des gens qui partent et puis qui reviennent, puisque finalement les conditions à l'étranger sont trop difficiles et il y a trop à perdre finalement à quitter la Russie. Donc vous avez des gens parfois qui peuvent être très opposés à la guerre, mais simplement qui choisissent entre guillemets ce qu'on appelle la loyauté silencieuse, mais qui est une loyauté de façade. Et donc ils n'expriment pas forcément leur désaccord. Ça ne veut pas dire qu'ils soutiennent la guerre.